demande votre attention pendant quelques secondes. Nous commençons. Compte tenu que nous avons quasi une demi-heure de retard, s'il vous plaît, pourriez-vous porter un peu attention, s'il vous plaît, et cesser de... Mesdemoiselles, mesdemoiselles. Ça, c'est une attaque à dominer. Bon, on a environ une demi-heure de retard, de sorte qu'on va modifier un peu la façon de procéder suivie à jusqu'à maintenant. Nous entamons les deux modules sur les quelques modèles mis en question. Donc, chaque personne qui va prendre la parole va parler pendant 20 minutes et nous faisons parler l'entièreté du panel pour commencer. Après, les modules de questions seront, vous aurez la parole dans la salle. Je vous demande d'être attentifs de façon à éviter que ceux qui auront des questions ne seront que les derniers à prendre la parole. Donc, si vous avez des questions, notez-les, s'il vous plaît. Alors, nous y allons. Jean-Pierre Bégosi, vous prenez la parole. Donc, on dit bien 20 minutes. Et je vous fais des signaux. Je vous fais confiance. Bonjour. D'abord, excusez-moi pour la voix, j'ai pas de froid ces derniers jours. Alors, c'est un peu difficile d'ouvrir le bal sur une question en plus sur les modèles d'affaires dans l'industrie créative qui pose pas mal de questions, alors notamment pour partir de plusieurs. En partant de plusieurs constats. D'abord, un rappel un peu indispensable, c'est pourquoi des problématiques autour des modèles d'affaires aujourd'hui dans le numérique, dans le global, pour des raisons un peu simples. La première, c'est que les technologies numériques, l'information et la communication, Internet, sont des technologies qui sont complètement pervasives, qui ne s'adressent pas simplement à certains aspects particuliers de la production, de la distribution, de l'élaboration, de la communication, mais touchent l'ensemble des filières, l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des domaines et ouvrent donc des capacités d'appropriation extrêmement larges. Le deuxième élément, c'est que ces technologies sont extrêmement, donc non seulement s'adressent à tout le monde, mais sont aussi extrêmement malléables, sont extrêmêmement flexibles, et donc permettent de s'adapter à des modes d'organisation, à des types de déploiement, à des types de services extrêmement différents avec les mêmes évolutions. Le troisième élément, c'est que ces technologies créent indirectement des transformations lourdes dans le secteur de la création, à la fois parce que la nature de la créativité, la valeur de la créativité, la valeur des contenus et de l'information se transforment, on va y revenir, parce que les usages se transforment également considérablement. Il suffit de regarder la manière dont on écoute de la musique aujourd'hui par rapport à celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années, quand on avait simplement la musique disponible à partir de supports enregistrés tels que les CD. On a encore, mais quand on a des listes de lecture de plusieurs heures sur les smartphones, etc. en continu, on a une forme d'hyperconsommation, en tout cas de consommation continue, une nouvelle forme de sociabilité qui se construit, donc la problématique des réseaux sociaux, etc. J'insiste. Donc ça, c'est un rappel parce que c'est ces variables-là qui vont expliquer un certain nombre de points et de constats qu'on va pouvoir faire ensuite. Alors, ces premiers constats, c'est que ces transformations ont fait que ce qu'on voit aujourd'hui se développer dans le secteur de l'industrie culturelle, c'est de nouveaux modèles d'affaires qui se nourrissent de ces transformations que j'évoquais, mais en même temps qui nourrissent l'Internet, parce que le secteur de la culture et les secteurs des contenus, plus largement, sont en première ligne un peu dans les transformations économiques qui se passent, à la fois sur les modes de réappropriation des contenus, d'échanges entre pairs, sur les modes de valorisation, sur le développement des arguments, sur les grands acteurs aujourd'hui d'Internet, pensez à Google, pensez à Amazon, pensez à Facebook, etc., sont aussi des acteurs qui sont nés dans la technologie, mais qui très rapidement ont basculé sur l'économie de ces contenus. Alors, ces modèles, les grands traits de ces modèles, c'est à la fois, ils dessinent un monde de l'hyper-offre, où à travers la massification des échanges, à travers la massification de la capacité des différents internautes et utilisateurs à produire, à échanger, à alimenter l'offre,
à partir de la capacité d'utiliser les mêmes contenus sous des formes valorisées de façon très très différente, à travers le rôle des plateformes, de ces opérateurs, hein, on qualifie parfois de over the top, qui fournissent des contenus sous différentes formes, on a eu une démultiplication considérable sur les relais de l'offre disponible. Deuxième élément important, je vais aussi souligner, de ces modèles, c'est la capacité de création et de conception distribuée en participation, qui ne relève pas simplement d'un noyau d'artistes, de professionnels, de créateurs qui vont nourrir ensuite des producteurs et des diffuseurs, mais une création qui est finalement qui naît autant chez les utilisateurs finaux qu'au niveau des artistes professionnels. Et puis, troisième élément de ces modèles, c'est une concurrence qui s'opère de moins en moins par les contenus eux-mêmes, mais de plus en plus par les modèles d'affaires. Si on reprend l'exemple de la musique, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le débat autour de l'économie de la musique, c'est la question des plateformes légales, la question des est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est par abonnement, etc. On oublie complètement la spécialisation des labels phonographiques sur des types de musique particuliers, sur la capacité à produire des types de musique d'artistes particuliers, mais la concurrence va se faire sur la manière de commercialiser cette musique, avec des bases d'artistes, d'auteurs, etc., qui deviennent de plus en plus substituables, de la même façon qu'aujourd'hui, dans le monde physique, quand on va dans une librairie plutôt qu'une autre, la question des mots est moins la nature des livres qu'on va trouver que la proximité de la librairie, le caractère plus ou moins sympa du libraire, plus ou moins compétent, mais en faisant l'hypothèse que si je vais à la FNAC ou si je vais chez une autre grande librairie, je retrouverai les mêmes ouvrages chez l'un ou chez l'autre. Donc on voit une évolution où la spécificité n'est plus simplement sur la capacité de sélection, de recrutement et de développement d'œuvres, mais plus sur la capacité de mise en diffusion. Alors, pardon. Tout ça crée, bien entendu, un contexte important pour des modèles d'affaires innovants qui se caractérisent d'abord par une prolifération des plateformes d'offres. Je citais la musique à l'instant. La musique, c'est aujourd'hui plusieurs centaines de plateformes légales. Même si on dit toujours qu'il faut développer l'offre légale de musique en France. Aujourd'hui, quand on regarde les offres, regardez les données de l'Observatoire de la musique, on a des plateformes qui sont à la fois des plateformes qui viennent des acteurs traditionnels des médias, qui viennent des fournisseurs de matériel, qui viennent des opérateurs télécoms, qui viennent d'autres industries culturelles. J'en ai mis quelques-uns sur le slide. Mais on a déjà une prolifération des plateformes qui vont toutes offrir plus ou moins les mêmes types de contenus. Deuxième caractéristique de ces modèles d'affaires innovants, deuxième base, c'est la possibilité de les démultiplier, presque à l'infini, je ne vais pas exagérer, mais en fait de les multiplier très largement. Pourquoi? Parce qu'on peut penser, pour les mêmes contenus, diverses offres et formes de monétisation, gratuits, payants, en streaming, en téléchargement, on peut encore varier les alternatives. Et puis parce que la concurrence, que je disais à l'instant, se fait sur le même marché par les modèles d'affaires plus que par les produits eux-mêmes. Va se faire, regardez ce qui se passe sur la musique ou sur l'audiovisuel, les enjeux de sites comme Hulu, Netflix, Canal, etc. Il vient de savoir finalement qu'est-ce que j'offre, est-ce que j'offre des contenus gratuits, est-ce que j'offre des contenus payants, etc. La nature de ces contenus, finalement, elle apparaît presque un peu secondaire au final. On fait l'hypothèse que ce sera à peu près toujours les mêmes ordres. Quand on parle des dernières annonces de Google, enfin de YouTube, sur les offres de chaînes payantes, on ne s'est pas tellement posé la question de qu'est-ce qu'il y aura sur ces chaînes. Le débat a plutôt porté sur YouTube passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. Et on fait l'hypothèse que finalement les contenus, c'est presque, ça viendra ensuite, mais c'est moins central, alors que toutes les hypothèses des économistes de la culture notamment sont que le choix des consommateurs se fait d'abord sur les contenus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, beaucoup parlé de modèle d'affaires jusque-là, qu'est-ce qu'on appelle modèle d'affaires? Modèle d'affaires, il y a plusieurs définitions, je ne reviendrai pas sur
pas vraiment la littérature sur le modèle d'affaires. En gros, ce qui me semble intéressant dans la notion de modèle d'affaires, c'est qu'elle capte l'idée que les firmes, les acteurs économiques doivent articuler et savoir articuler dans une configuration spécifique 4 dimensions qui sont de nature très très différentes ou sensiblement différentes. Une première dimension qui porte sur la manière de constituer l'offre de produits, d'innovation, donc quel contenu je vais mettre, quel contenu je vais fournir, comment je les développe. La deuxième dimension, c'est la dimension infrastructure, la dimension production. Comment j'organise la production de cette offre, comment je me positionne sur la chaîne de valeur, est-ce que je me contente de fabriquer, est-ce que je fabrique, je diffuse, etc. Est-ce que je sous-traite, je ne sous-traite pas, etc. Donc c'est une dimension qui n'est pas liée au choix de l'offre, mais à la manière de la fournir. Troisième dimension importante, c'est la relation que je vais construire avec les consommateurs, avec les clients. Quel type de transaction, quel type de relation et de contrôle j'ai des consommateurs. Une question particulièrement importante à l'heure de la géolocalisation, à l'heure de la traçabilité, du big data. Et dernier élément, c'est les modèles d'investissement, les modèles de revenus, comment je gagne de l'argent à partir de cette offre. Et donc on voit bien que finalement, quand on parle de modèle d'affaires, on parle à la fois de quel contenu je fournis, comment je choisis mes contenus, comment je les produis, comment je les diffuse, où ils viennent, quelle relation j'ai avec les consommateurs, et puis comment je tarifie, je monétise et je gagne de l'argent là-dessus. Alors tout ça appelle, cette façon de penser les choses appelle de redéfinir, en tout cas la manière traditionnelle d'envisager les ressources stratégiques des firmes, qui ne sont plus simplement les ressources de création, mais qui vont être à la fois, en tout cas dans le monde numérique, une capacité de maîtriser la technologie pour produire, pour gérer la relation avec les consommateurs, etc. Une capacité de maîtriser les informations qui vont être fournies sur les œuvres, dans un monde d'hyper-offre. L'important, c'est de fournir les bonnes informations pour que les consommateurs puissent éventuellement choisir les œuvres qui correspondent le plus à leur goût. Au contraire, utiliser les informations sur les pratiques des consommateurs pour éventuellement leur proposer des contenus plus adaptés. Ressources également sur la maîtrise de la localisation, tout ce qu'on appelle le brick et mortar, le clic et mortar, pardon, à savoir la capacité d'articulation d'articuler à la fois une localisation des utilisateurs, voire des œuvres dans certains cas, avec une mise en ligne des contenus, des informations qui se greffent sur ces contenus. Et puis un contrôle des usages, la discrimination tarifaire des consommateurs, la sélectivité, les travail sur les marchés de niche appellent justement un meilleur contrôle de ces usages. Alors, on a intéressé jusque-là au constat un peu généraux. Quand on regarde de près ce qui se passe dans le secteur culturel, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Alors, la plupart des travaux sur le modèle d'affaires se sont en fait surtout concentrés sur la définition de grandes catégories, mais à partir de classifications ex ante. On crée une parmi d'autres, en disant voilà, on a plusieurs types de modèles d'affaires, depuis le e-commerce jusqu'à plateformes collaboratives, aux tiers de confiance, etc. Et donc, on essaie de rendre compte de cette diversité, mais à partir d'une classification qui est faite en amont. Alors, par exemple, en disant, au fur et à mesure du temps, on va avoir des modèles qui vont se complexifier, qui vont être plus intenses en connaissance, etc. Nous, la démarche qu'on a eue, elle est un peu différente. Elle a plutôt cherché à partir de résultats empiriques, avec une démarche originale sur laquelle je vais passer rapidement, qui était plutôt de partir des observables, de prendre les modèles et les offres effectives dans le secteur culturel pour regarder comment elles se caractérisaient, donc en identifiant des variables, en codant à partir de là, et penser très rapidement de résultats à partir à la fois du secteur culturel en général et à partir du cas particulier de la presse. Dans le cas du secteur culturel en général, qui est un peu le travail préparatoire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a pu identifier 3 classes de modèles clairement distincts, organisés, eux, sur la maîtrise des contenus et sur la relation au consommateur. Alors, comme on a fait, je passe rapidement
rapidement, on a identifié une quinzaine de variables correspondant à la création de valeur, à l'appropriation de la valeur et à l'échange. On a codé un peu ces différents éléments en fonction des cibles qu'on observait, avec des résultats attendus. Les résultats attendus pouvant être que quand on a des offres gratuites, il n'y a pas de limitation, des usages, mais d'autres résultats plus inattendus. Par exemple, quand on a des offres à base de contribution des internautes, ça correspond souvent à du développement d'offres multicanales ou à une capacité de proposer les mêmes contenus sur différents canaux. Alors tout ça a permis d'agréger, je passe les détails de la méthodologie, pour vous donner des papiers pour ceux que ça intéresse, donc en reclassifiant les titres, en les regroupant dans des classes, dans les trois classes qu'on a identifiées. Alors ces trois classes, quelles sont-elles? Dans le cas de la culture en général, ces classes ont émergé, c'est assez clairement un premier modèle qu'on a qualifié de modèle participatif, qui se caractérise par l'importance des contributions individuelles, dans lequel on retrouve surtout des pure players, des acteurs, des nouveaux entrants dans le secteur culturel, qui est très largement marqué par la gratuité et une large ouverture des formes de consommation, et qui en contrepartie s'appuie très fortement sur la recherche de modèles publicitaires liés à la taille de l'audience et liés à la capacité de valoriser cette audience sur des marchés différents, auprès d'annonceurs et aussi auprès de la fourniture d'autres services. Deuxième modèle intéressant qu'on a repéré, c'est un modèle qu'on a appelé modèle de distributeur, on pourrait même plutôt dire modèle intégré, dans lequel on a plutôt des sites qui vont développer et produire leur propre contenu et qui vont se valoriser sur des revenus issus du marché final des consommateurs. Donc là aussi avec des formes de multicanalité, mais avec donc des contenus exclusifs, un développement du pay-per-view, un développement des formes d'abonnement, et donc une maîtrise assez complète de la chaîne, depuis la production des contenus jusqu'à la construction de recettes au niveau des consommateurs. Et puis le troisième modèle, c'est un modèle d'éditeur, où le modèle d'éditeur est essentiellement des modèles de plateforme qui va... un modèle d'éditorialisation plus que d'éditeur qui va agréger les offres issues de différentes origines, des offres professionnelles, en contrôlant l'exclusivité de ces offres, avec essentiellement des services payants, et donc une capacité de segmenter les usages, de segmenter les différentes niches qui sont attaquées. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette première catégorisation qu'on a eue, elle s'organise d'une certaine façon sur le contrôle des contenus. Quand on a regardé le cas de la presse, on a retrouvé, de façon intéressante, d'autres classes de modèles qui, eux, sont organisés autour des stratégies technologiques et autour du modèle de revenu. Aussi, alors, dans le cas de la presse, on a élargi la base, on avait 149 titres. Les trois modèles qu'on a eus, on les a qualifiés de façon un peu particulière. Le premier, c'est des stratégies, c'est un modèle qu'on a appelé un modèle numérique à minima, où on retrouve finalement des titres qui sont bien installés dans le secteur traditionnel, avec un modèle robuste, et qui essayent d'aller sur Internet le moins possible pour compromettre le moins possible leur modèle de base. Donc avec peu de fonctionnalités, peu de services ouverts par rapport aux possibilités existantes, quelques liens sponsorisés, mais véritablement plutôt une logique de site vitrine en disant il faut que je développe des compétences pour suivre ce qui se passe, mais en s'efforçant de cannibaliser le moins possible les modes traditionnels. Le deuxième modèle qu'on a vu apparaître, c'est un modèle de pure player. Pure player où finalement c'est des nouveaux entrants qui vont jouer sur toutes les fonctionnalités d'Internet et sur... je ne vais pas dans les détails, t'en passe. Et le troisième modèle, c'est un modèle qu'on a appelé de leader explorateur, qui sont aussi des leaders du secteur, dont le modèle traditionnel est robuste,
mais qui au contraire vont anticiper au maximum l'évolution sur Internet en disant il faut que j'aille chercher en ligne toutes les possibilités pour opérer le plus rapidement possible la substitution. Donc avec des sites qui vont jouer très très fortement des systèmes de tarification, de la variété des services. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différents modèles appellent eux-mêmes des formes spécifiques de gratuité. Donc, quand on regarde la manière dont les leaders explorateurs, les numériques à minima ou les pure players se développent, on voit qu'ils vont jouer sur des formes de gratuité plutôt en groupant plutôt des services ou en favorisant plutôt la publicité ou au contraire en incitant à la contribution des consommateurs, des internautes. Alors les conclusions, très rapidement. La conclusion de tout ça, au-delà, disons, des deux cas des deux secteurs qu'on a menés, c'est un secteur qui apparaît aujourd'hui guidé par 4 grands types d'économies. Je passerai très rapidement. Une économie des plateformes, une économie du branding, une économie du luxe et une économie des gratuités. Une économie des plateformes parce que une des dimensions fortes de ces modèles d'affaires, c'est la capacité d'agréger les contenus sur une même plateforme, d'agréger les serveurs de marché, de jouer sur les différentes formes de valorisation et d'intermédiation, en créant un nouvel écosystème qui ne se crée plus à partir de la production et de la création, comme c'est le cas traditionnellement dans la culture, mais plutôt à partir de la plateforme. Deuxième économie importante, c'est une économie que je qualifierais d'économie du branding, où finalement la marque a un rôle grandissant en tant que capacité d'attirer des consommateurs, de fournir de la confiance, etc. Et où tous les acteurs, que ce soit les fournisseurs de contenu, que ce soit les fournisseurs de plateformes, que ce soit les opérateurs télécoms, que ce soit les fabricants de matériel, vont chercher à renforcer leur marque pour être les plus proches du consommateur et pour déclencher la capacité d'abonnement, de fidélisation, etc. Troisième élément important, troisième économie importante, c'est une économie du luxe et du low cost simultanément. À savoir, ce que montre cette prolifération des modèles, c'est que sur les mêmes marchés vont exister aussi bien des contenus de grande qualité, des contenus professionnels, que des contenus de faible qualité. Vous allez sur YouTube aujourd'hui, vous allez avoir à la fois des clips de musique produits par des grands labels, des extraits de films ou de programmes télé, et puis des vidéos tournées avec un smartphone dans une salle de bain d'un enfant qui chante, etc. Donc cette variété des contenus sur les mêmes marchés est en fait des sites qui vont travailler à la fois cette stratégie de banalisation complète de l'offre et en même temps la capacité de dégager ou d'identifier des contenus premium, best-sellers, etc. Et ce travail entre le premium et la longue traîne, pour le dire rapidement, est aussi une des dimensions importantes. Et puis quatrième économie qui guide un peu l'ensemble de ces modèles, c'est une économie des gratuités, qui se caractérise par une omniprésence du phénomène de gratuité ou de fourniture gratuite de certains contenus, avec des formes très très différenciées de cette gratuité, je n'ai pas le temps d'assister, mais qui donne justement une importance particulière aux modalités de référencement, de prescription. Alors, et ça sera juste ma série de conclusions, au final, démultiplication des modèles, variété des configurations, on l'a vu à la fois sur les secteurs et puis sur les grandes dynamiques économiques qui structurent ces modèles. La question qui se pose, c'est pourquoi autant de modèles d'affaires et où va-t-on? Alors, on a 3 hypothèses par rapport à ça. La première hypothèse, c'est que finalement, si on a une telle multiplication des modèles d'affaires, c'est qu'on est dans un stade qui est encore de démarrage de l'Internet, où finalement ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des stratégies d'exploration où les sites vont chercher le bon modèle, celui qui va leur permettre de développer une activité soutenable, et où donc on peut faire l'hypothèse que d'ici quelques années, quelques mois, une fois le bon modèle trouvé, une fois le modèle soutenable trouvé, on va avoir une forme de convergence un peu sur un modèle unique ou assez proche, un peu comme on l'a aujourd'hui dans le cinéma, dans la musique, dans la télévision, ou dans la musique, dans
dans le cinéma, tous les producteurs produisent les films à peu près de la même façon et se rémunèrent à peu près de la même façon. Alors, il y avait des gros budgets, des petits budgets, etc., mais globalement, les modes de production sont proches. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'en fait... Oui, je termine. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est que finalement, les modèles d'affaires sont un support de l'innovation et que donc on va avoir une situation qui va continuer en permanence, parce que ça devient structurel. Et donc, l'hypothèse, enfin, l'explication, elle est plus proche de ce que disent aujourd'hui la manière dont les biologistes rendent compte de l'évolution. Ils ont une très belle métaphore, qui est la métaphore de la reine rouge. Les évolutionnistes en biologie disent finalement, se réfèrent à la reine rouge en disant c'est Alice au pays des merveilles, enfin, au-delà du miroir, qui rencontre la reine de cœur qui court comme une dératée dans la campagne. Et Alice dit à la reine, mais pourquoi tu cours aussi vite? Et la reine lui dit, c'est normal parce que le terrain se dérobe en permanence sur mes pieds, et donc si je veux rester au même endroit, il faut que je cours en sens contraire pour rester toujours au même endroit. Donc la question, alors, le lien avec les modèles d'affaires, quel est-il? Qu'est-ce que la question aujourd'hui, dans une évolution constante de ces modèles, n'est pas pour les entreprises de réussir à faire évoluer en permanence leur modèle pour pouvoir construire des positions soutenables aujourd'hui dans les filières culturelles. À savoir, c'est à travers cette capacité d'évolution constante des modèles, qui se traduit y compris par des va-et-vient, je fais des choses payantes et puis après j'ai fait gratuit et après j'ai en fait payantes, que peuvent se construire aujourd'hui dans les filières culturelles une forme de voilà, une forme de stabilité dans l'économie. Merci Pierre. Voilà, merci. Eric, tu as la parole. Même règle. Merci Jean-Guy, bonjour à toutes et à tous. Je vais tout d'abord remercier les organisateurs, à commencer par Philippe et Catherine aussi, pour c'est grâce à eux que nous sommes réunis aujourd'hui. J'ai décidé par ailleurs, j'ai pas de fichier PowerPoint, je passe ma vie à en faire avec mes étudiants de bac, de maîtrise de programme, donc voilà, j'ai décidé de ne pas en faire pour aujourd'hui. Je vais sans doute lire mon texte parce que c'est ce qui va permettre que je tienne le plus dans les délais. Quelques mots de contextualisation tout d'abord. Dans un texte précédent, en fait, je m'étais fixé pour objectif de proposer une analyse de la transformation de l'organisation du travail au sein des industries de l'information à partir de la mise en avant du vocable d'industrie créative. Philippe l'a mentionné lundi matin. L'hypothèse, c'était que les discours sur les industries créatives, en fait, renvoyaient à certaines formes d'organisation du travail qui mettent l'accent sur des valeurs telles que, évidemment, la créativité, mais aussi la flexibilité, l'investissement illimité de soi, qui serait caractéristique du capitalisme globalisé et financiarisé. Jacob Matthews et François De Bruyne ont également parlé avant-hier de ces questions-là. Ici, en fait, dans le cadre de cette intervention, je vais continuer dans la même perspective, mais en déplaçant quelque peu mon propos, puisque je vais interroger les places respectives du professionnel et de l'amateur dans le processus d'élaboration du contenu des industries culturelles et des industries créatives. Le propos, en fait, vise avant tout à problématiser. À l'origine, le texte est issu d'une ébauche de projet de recherche qui aboutira sans doute un jour ou l'autre, tout dépendant en fait, de la disponibilité à la fois de la mienne et de plusieurs collègues. Donc il s'agit de fournir des éléments de réflexion qui sont susceptibles de contribuer à l'élaboration de questionnements. Alors, je vais tout d'abord revenir brièvement sur la place de l'amateur, en partant du vocable industrie créative. Et puis ensuite, je m'interrogerai sur la question continuité ou rupture, en fait, sur la place de l'amateur dans l'ensemble du processus de création, production, circulation, consommation. Bon, alors tout d'abord, évidemment, parler d'industrie créative, ça invite tout d'abord à réfléchir sur les notions à la fois de création et de créativité. Le premier terme, création, évidemment, renvoie à une phase en amont du processus, création, production, circulation, consommation. Alors que le deuxième, lui, vise plutôt à faire référence à des termes de capacité, potentiellement. Ça fait référence, d'ailleurs, c'est ce qu'avait déjà écrit Gaëtan Tremblay en 2008, lorsqu'il invitait à prendre du recul par rapport à cette notion, en distinguant justement ces deux termes, création d'un côté. Je cite Gaëtan:
une activité humaine dont les ressorts restent encore très mystérieux, et la créativité, une potentialité universellement distribuée et peu connue. Donc il y a toujours en fait cette tension entre création et créativité dans notre propos. En fait, la lecture des écrits sur les industries créatives et sur l'économie créative, on constate que la créativité apparaît centrale et que cette créativité, en fait, elle est avant tout individuelle, ce qui n'est pas sans lien avec la dimension idéologique, en fait, de la notion d'industrie créative. Philippe Schlesinger nous rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'à l'origine des écrits sur les industries créatives en Grande-Bretagne, la créativité était déjà mise en exergue, je le cite, « Ces industries trouvent leur origine dans la créativité, les compétences et le talent individuel, et ont un fort potentiel de croissance et d'emploi à travers la production et l'exploitation de la propriété intellectuelle. » Alors par la suite, explique Schlesinger, ce discours s'est inséré à l'intérieur des discours plus englobants sur l'économie créative. Celle-ci ne renvoie plus seulement à un certain nombre de secteurs spécifiquement nommés, mais à un mouvement qui est plus vaste, la créativité étant considérée, je cite à nouveau Schlesinger, comme une force structurante fondamentale de l'économie tout entière, précisément au moment où les technologies numériques de l'information et de la communication en sont venues à assumer une place plus importante dans la production, la distribution et la consommation. Pour remarquer à ce stade, j'y reviendrai, qui est mentionné donc la fameuse la place des technologies numériques de l'information et de la communication. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Hein. Richard Cales aussi fait appel évidemment à la notion de créativité en considérant que celui-ci est le facteur dominant de la production. Mais alors, d'où vient cette créativité? Bon, alors, une des façons de répondre, hein, c'est la réponse de Florida qui parle de classe créative, à partir notamment de l'établissement de liens entre le développement de villes et leur capacité à attirer des travailleurs susceptibles de collaborer justement aux industries créatives. Alors ici, les créatifs, ce sont des professionnels hein, de différents ordres. D'un côté, des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, de l'autre, des juristes, des financiers, des médecins, etc. Bon, le travail de Florida est intéressant, mais présente aussi un certain nombre de limites, comme le montre bien Elsa Vivant, la critique pouvant porter à la fois sur les plans idéologiques, scientifiques et déontologiques. Pour ma part, en fait, je propose de déplacer quelque peu le propos, en ne considérant pas a priori qu'il existe une nouvelle classe, mais en m'intéressant, comme je vous le dis, à la place donc, des amateurs parmi cette nouvelle population qui serait caractérisée par le talent, terme que reprend aussi Florida à son compte. Alors pourquoi s'intéresser à la question à la place des amateurs en fait? Bien, tout simplement parce qu'on voit bien que dans le contexte des mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication, je ne sais plus trop d'ailleurs si à ce stade je dois toujours employer l'expression industrie créative, la place de l'amateur s'avère notable. Deux auteurs m'ont semblé plus particulièrement intéressants par rapport à ces questions-là, ont développé des travaux dans ces perspectives-là, parmi d'autres. Hein. Patrice Flichy, qui est dans la salle, et puis Henry Jenkins. Alors je vais revenir brièvement sur leur position. Patrice Flichy, c'est à propos de l'ouvrage hein, Le sacre de l'amateur, sociologie des passions ordinaires à la numérique. Bon. Il s'intéresse notamment à un nouveau type d'individu, le professionnel amateur. Je le cite, celui-ci, donc le professionnel amateur, développe ses activités amateurs selon des standards professionnels. Il souhaite, dans le cadre de loisirs actifs, solitaires ou collectifs, reconquérir des pans entiers d'activités sociales, comme les arts, la science et la politique, qui sont traditionnellement dominés par les professionnels. Fin de citation. Bon, le contexte, c'est un moment de l'histoire où le réseau Internet et les médias numériques sont en plein développement. Mais au-delà, en fait, on peut parler d'ère numérique, puisqu'il s'agit pas seulement de technologie, hein, mais également de tout un développement d'une appropriation au-delà des technologies. Flichy poursuit son propos en écrivant que l'ère numérique, cette ère numérique, donc, remet en cause le fonctionnement de la culture populaire industrielle, qui imposait que l'œuvre soit consommée sous la forme choisie par l'éditeur. Les fans retrouvent au contraire les pratiques de la culture pré-industrielle où les contes pouvaient être réappropriés en permanence par les auditeurs et les lecteurs. Alors, ces technologies, l'ère numérique, ne sont pas les seuls éléments de contexte
On y retrouverait un mouvement individualiste contemporain également, un mouvement de diffusion et d'élargissement des savoirs et des compétences, l'inscription des activités dans une société plus démocratique. Et en fait, il conclut en ces termes, malgré ses imperfections, la société des amateurs est une société où un grand nombre d'individus peuvent à la fois cultiver leur passion, accroître leur connaissance et ouvrir de nouveaux champs à la démocratie. L'amateur n'est donc ni un intrus ni un succédané d'expert, il est l'acteur grâce auquel notre société devient plus démocratique et respectueuse de chacun. Fin de citation. Alors on retrouve ici l'idée selon laquelle nos sociétés seraient dorénavant marquées, non sans lien d'ailleurs avec évidemment le développement du réseau Internet et de nombreux services qui y sont liés par une moins grande horizontalité, un pouvoir plus partagé, ce qui contribuerait finalement à un soi-disant approfondissement de la démocratie. Henry Jenkins, pour sa part, propose de parler de culture participative. Il s'intéresse notamment à la place des fans, qui sont pour lui au cœur des processus de production des contenus, dans un nouveau contexte, donc celui de la culture participative que je viens d'énoncer à l'instant. La culture participative, en fait, serait aux industries de la culture et de l'information ce que serait aussi la démocratie participative à la démocratie. Les technologies numériques de l'information et de la communication permettraient aux fans de participer à la création de contenu. Ceux-ci seraient même les mieux à même pour construire des univers de représentation autour d'un héros, d'une communauté imaginaire, d'une histoire, de par leur position. Je cite Jenkins, « Les communautés de fans que je décrivais comme des braconniers il y a 20 ans sont au centre de la réflexion et des calculs effectués au sein des compagnies médiatiques. Je pense que c'est excitant de voir la culture des supporters sortir du ghetto et prendre place au centre de la scène. Pour les fans, il s'agit d'acquisition d'un plus grand pouvoir, d'une plus grande visibilité et d'une plus grande influence dans la culture. » Fin de citation. Alors on retrouve, en fait chez Jenkins, on retrouve des propos qui sont assez proches de ceux qu'on pouvait lire bien avant ce qu'on a appelé le Web 2.0, chez un auteur comme Pierre Lévy, Pierre Lévy qui écrivait en 1997 « L'évolution contemporaine de l'informatique constitue une étonnante réalisation de l'objectif marxien d'appropriation des moyens de production par les producteurs eux-mêmes. Si le spectacle du système médiatique, selon les situationnistes, est le comble de la domination capitaliste, alors le cyberespace réalise une véritable révolution, puisqu'il permet ou permettra bientôt à tout un chacun de se passer de l'éditeur, du producteur, du diffuseur, des intermédiaires en général, pour faire connaître ses textes, sa musique, son monde virtuel ou tout autre produit de son action. L'amateur serait donc dorénavant au cœur des industries de la culture, de l'information et de la communication. Mais est-ce qu'il n'a pas toujours eu une place, au moins, au sein de celle-ci? Alors, poser cette question, ça invite à revenir sur certains enseignements issus de travaux intérieurs sur les industries culturelles. En effet, historiquement, la place de l'amateur dans l'analyse du développement des industries de la culture a été pensée à partir de travaux effectués notamment sur les secteurs de l'édition et de la musique enregistrée. Le concept de modèle éditorial renvoie par exemple très clairement à la dialectique du tube et du catalogue, avec notamment la fonction centrale qui est assurée par l'éditeur. On constate que seule, en effet, une partie des œuvres littéraires et musicales sont susceptibles de faire des profits. Karl Meudin note par exemple que dans le cas d'édition sur 10 ouvrages de littérature générale, 7 ont un solde négatif, 2 réalisent des ventes qui ne couvrent que les investissements et un seul dégage des bénéfices qui le financent, ainsi que les 7 non rentables. Alors à travers la dialectique du tube, le professionnel qui rapporte aujourd'hui des profits, et du catalogue, l'amateur en phase de devenir professionnel et peut-être la vedette du lendemain, on retrouve ici la façon dont la relation professionnelle-amateur est abordée depuis plusieurs décennies dans les travaux donc, consacrés aux industries culturelles. Alors par la suite, on peut aussi reprendre l'analyse dans le cadre du modèle de Flow, autour par exemple de la radio et de la télévision généraliste. Le salariat il est plus développé, pour des raisons que je ne développerai pas, mais notamment liées à l'importance de la production en continu. Mais on se retrouve aussi y avoir une certaine présence également, éventuellement, des amateurs. Bon, je vais prendre un exemple que reprend Marc Ménard, c'est à propos des émissions de télé réalité. Ces émissions permettent justement aux chaînes de télévision de faire intervenir sur diverses formes des amateurs qui présentent 2 caractéristiques. Premièrement, elle est susceptible d'être transformée en vedette du lendemain, mais l'intégration du processus de vedettisation à la programmation télévisuelle elle-même s'inscrit dans un renforcement de la marchandisation de la production culturelle. L'émission Star Academy en est un bon exemple. Et deuxièmement, ces éventuelles futures vedettes sont fort peu payées par rapport aux revenus qu'elles sont susceptibles de rapporter aux diffuseurs. Je cite Thomas Weber, «
Les acteurs professionnels, avec un cachet de 1800 € par jour, sont remplacés par des amateurs dont le cachet est d'environ 90 € par jour. La précarisation de l'intelligence progresse également dans les médias et rejoint la tendance générale à la dévalorisation du savoir et du travail. Donc, du point de vue des travaux sur les industries culturelles, les amateurs vont être considérés comme faisant partie du vivier susceptible de fournir les rares vedettes du lendemain. Alors, si on continue les lectures, les enseignements liés aux travaux sur les industries culturelles, on constate qu'il n'y a pas de frontière nette entre professionnels d'un côté et amateurs de l'autre. On pourrait tout d'abord, par exemple, on peut se poser de nombreuses questions, on pourrait tout d'abord se demander, par exemple, si le professionnel est avant tout caractérisé par la reconnaissance d'une formation spécifique, par l'importance des activités artistiques, culturelles dans sa vie, ou bien par la part des revenus en lien avec les activités créatrices. C'est au moins 3 façons différentes d'aborder la question de l'amateur et du professionnel. Quant à l'amateur, est-ce que c'est quelqu'un qui pratique son art pour son seul enrichissement personnel, ou afin de devenir professionnel, et ainsi faire partie intégrante du vivier? Est-ce que c'est un fan susceptible de participer plus ou moins directement au processus de création, production, circulation, consommation, tout en n'étant pas rémunéré? Ça renverrait d'ailleurs au modèle, à la question des modèles d'affaires et à la valorisation de la culture. En fait, on constate, les études le montrent bien, que le terme même de professionnel cache le plus souvent un petit nombre d'artistes fort bien rémunérés et un nombre beaucoup plus important qui gagnent plus ou moins leur vie de leur pratique culturelle. Ce sont 2 enseignements majeurs des travaux des industries culturelles, de constater ces inégalités considérables de revenus et les revenus relativement faibles en moyenne d'autre part. De plus, on sait bien aussi que les revenus des artistes ne sont pas tous liés à des activités culturelles. Je renverrai ici, mais je ne développerai pas, à la question aussi de la concurrence interindividuelle, typique de l'organisation du travail qu'on peut retrouver chez les auteurs comme Botansier et Capul. L'analyse des données statistiques, par exemple concernant les musiciens en France, sur les 30 dernières années, tente à montrer, si on n'en pas Menger, que le vivier musical s'est considérablement étendu. Que la forme du travail par projet se généralise et qu'elle repose sur le principe de l'hyperflexibilité du régime d'emploi et d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Stéphane Costantini en tire les enseignements suivants, je le cite. Cette explosion du nombre de musiciens, professionnels et amateurs, s'accompagne d'une situation de flou quant à la distinction entre activité amateur et professionnelle, compte tenu, parmi les musiciens dits professionnels, du recours récurrent à la polyactivité, à la pluriactivité, à la non-déclaration, les paiements au noir étant encore souvent de mise dans de nombreux espaces de diffusion, ou de l'incertitude quant à l'accès au statut d'intermittent d'une année sur l'autre, créant de facto, dit Costantini, en fait, la catégorie des intermittents par intermittence. Bref, les amateurs sont bien présents dans le cadre des travaux sur les industries culturelles, et ce depuis de nombreuses années. Ça ne date évidemment pas du développement des technologies numériques d'information et de communication. Alors, et j'en viens au deuxième point, rupture ou continuité. Le débat entre rupture et continuité, évidemment, n'est pas récent. Il dépasse de loin l'ambition de mon propos aujourd'hui. Je me contentais ici de mentionner tout d'abord le fait que la continuité renvoie plutôt à une certaine stabilité, au connu, au maintien de certaines certitudes, alors que la rupture fait référence plutôt à l'instabilité, à l'inconnu, à l'abandon de certitudes. En ajoutant très rapidement, à mon avis, qu'on ne peut pas décider aujourd'hui, en tout cas, à mon avis, s'il y a continuité ou rupture, sans prendre un minimum de recul. Recul, donc, devant reposer sur une démarche en 2 temps. Premièrement, l'intégration du temps long dans l'analyse, ce que nous invite à faire Bernard Miège. Et deuxièmement, une démarche critique qui invite à prendre une certaine distance par rapport à nos observations. Alors, c'est d'ailleurs ce que reprochent à quelqu'un comme Jenkins, Philippe Boutillon et Jacob Matthews, dans leur ouvrage de web collaboratif « Mutation des industries culturelles et de la communication ». Jenkins, lui, considère que le rôle des intellectuels publics est avant tout d'accompagner le changement. Or, si on peut considérer qu'une bonne connaissance du terrain peut inviter à des fins d'analyse à effectuer des recherches, par exemple, avec les acteurs mêmes, il me semble tout de même que la démarche de recherche présente certaines spécificités. Ainsi, il ne s'agit pas de considérer de prime abord que les mutations annoncées autour des industries créatives ou du Web 2.0 existent ou n'existent pas. Les auteurs comme Flichy et Jenkins mettent incontestablement l'accent sur des phénomènes intéressants. Et en tant que chercheur critique, au sens
où je vais mettre l'accent dans mes recherches sur des notions telles que celle d'inégalité, de domination, d'émancipation, il me semble tout à fait intéressant de se consacrer aux changements en cours qui favoriseraient éventuellement une plus large expression, une augmentation de l'empowerment et, en dernier ressort, l'augmentation de la puissance, de la capacité d'agir de tout un chacun à des fins de participation à notre devenir, tant individuel que collectif. Tout de même, il importe de se souvenir, me semble-t-il aussi, de ce que nous dit Castoriadis à propos, d'une part, du projet d'autonomie, je cite Castoriadis, à propos d'une part du projet d'autonomie individuelle et collective, la lutte pour l'émancipation de l'être humain, aussi bien intellectuelle et spirituelle qu'effective dans la réalité sociale, mais que ce projet d'émancipation se retrouve toujours confronté au projet, et je cite à nouveau Castoriadis, capitaliste démentiel d'une expansion illimitée d'une pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle qui depuis longtemps a cessé de concerner seulement les forces productives et l'économie pour devenir un projet global et pour autant encore plus monstrueux d'une maîtrise totale de données physiques, biologiques, psychiques, sociales et culturelles. Fin de citation. Il m'apparaît donc totalement impossible de traiter la question de la place de l'amateur et de ses potentialités en termes d'émancipation par rapport au mode de fonctionnement des industries culturelles sans tenir compte en fait, de l'ensemble des tendances qui sont à l'œuvre et qui font perdurer des rapports de domination. En fait, je conclurai sur 2-3 éléments et je finirai complètement sur un ensemble de questions. Il me semble important en fait, de penser à la fois en termes de continuité et de rupture, du moins pour le moment, parce que nous ne disposons pas du recul nécessaire. À ce sujet, Jacob Matthews nous rappelle que la mise en perspective, je le cite, la mise en perspective historique d'un processus graduel d'inclusion des récepteurs consommateurs au sein de la production et valorisation de biens et de services culturels et médiatiques permet de constater qu'il ne s'agit pas d'un phénomène inédit, donc il y aurait plutôt ici continuité, mais extension d'un modèle qui, en tout état de cause, a déjà constitué un facteur d'essor pour d'autres filières des industries culturelles, comme celle de la musique enregistrée. Plutôt continuité. Mais d'un autre côté, il ajoute l'éventuelle nouveauté réside dans la systématisation. Je pense en effet que la question le terme systématisation me semble être un terme important, potentiel de ce modèle de l'usager inclus comme fondement des différents modes de valorisation des industries de la culture et de la communication. Et là, on pourrait voir s'il n'y a pas éventuellement une nouveauté et peut-être un potentiel de rupture. En fait, Trois éléments de contexte qui me semblent importants d'appréhender simultanément, et puis je terminerai par 3 questions. Les 3 éléments de contexte sont les suivants. Tout d'abord, tenir compte en effet du développement des technologies numériques, l'information et la communication, notamment autour des réseaux et des plateformes, qui constituent les supports sur lesquels convergent de plus en plus, je mettrai des guillemets au terme converge, les contenus culturels et informationnels, que ceci soit produit par des professionnels et des amateurs. Deuxième point de contexte important, l'avènement de sociétés où les travailleurs et les citoyens sont en effet appelés à participer plus activement au système économique et politique, suite à la prise en compte de critiques effectuées tant au sujet du capitalisme que de la démocratie. S'il y a une culture de la participation en développement, entre guillemets, celle-ci pourrait bien en effet reposer sur ce que certains appellent l'hyper-individualisme, qui en fait serait la continuité d'un long processus d'individuation qui remonte à la modernité. Et puis, d'un autre côté, aussi, il y a une amélioration globale du niveau d'éducation. Tout de même, il me semble que le 3e point aussi est très important, ça renvoie à la citation de Castoriadis, c'est la formation d'un capitalisme financier globalisé, ce qui signifie que la mise en valeur du capital s'avère plus nécessaire que jamais et que cette règle s'impose dorénavant presque partout sur la planète. Il en résulte donc des tentatives permanentes de renforcement systématique de l'industrialisation, de la marchandisation et de la valorisation des biens culturels. Et puis, en fait, finalement, j'ai 3 questions, 3 ensembles de questions, et puis je... Ah ben oui, mais j'ai presque fini. 3 ensembles de questions. Premier ensemble de questions, c'est concernant le rôle des amateurs. Alors, c'est pour aller plus loin, évidemment. Concernant le rôle des amateurs dans l'ensemble du processus de création, production, circulation, consommation, à quelle phase d'amont en aval joue-t-il un rôle? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de proposer des idées de scénarii, de reprendre des éléments de production et d'en faire une nouvelle production, de monter des créations qui sont complètement parallèles? Ou est-ce que leur rôle est avant tout plus en aval, c'est-à-dire par exemple un rôle de commentaire sur les productions, on voit bien ça sur les plateformes. Deuxième ensemble de questions, en fait, ça concerne la place des technologies numériques et des pratiques qui sont développées en lien avec les usages de ces plateformes. Quel rôle jouent les différents services? Quel rôle jouent les intermédiaires comme Google, Facebook, Amazon, YouTube, etc.
Dans quelle mesure les interfaces sont-elles habilitantes et contraignantes par rapport aux pratiques culturelles? Quelles sont les conditions de la reconnaissance des productions amateurs sur le web? Enfin, vous voyez, les questions pourraient se multiplier à l'intérieur de cet ensemble-là. Puis le troisième ensemble, en fait, c'est un autre ensemble qui concerne là les rapports entre espace marchand et espace non marchand, ainsi que la définition même que l'on peut donner aux espaces marchands et non marchands. Est-ce qu'on doit faire la distinction entre activité à but non lucratif, activité à but lucratif? Où se situe la frontière entre espace marchand et non marchand? Dans quelle mesure les activités amateurs et professionnelles se retrouvent de part et d'autre des espaces marchands et non marchands ou non, ou ne se retrouvent pas de part et d'autre, mais chevauchent ces deux espaces-là? Certaines activités amateurs s'inscrivent-elles en opposition au mode marchand dominant en tant que pratique de résistance, voire afin de créer un nouveau modèle économique? Vous avez une synthèse longue. Oui, c'est ma dernière phrase. Nouveau modèle économique hors capitalisme, où ces pratiques s'avèrent avant tout comme étant complémentaires en fait au secteur marchand. Voilà, sur cette dernière interrogation je vous laisse, et puis Jean-Guy, tu n'auras plus le rappel alors à faire. Merci de votre attention. Merci. Ah, c'est à moi, d'accord. On mélange familièrement. Si. Pierre, excuse-moi. Si je peux me permettre de prendre le président. Moi, je pense que ma communication va avoir une qualité et un défaut. La qualité, c'est que je pense qu'elle va être mieux ancrée, plus inscrite dans la suite des deux interventions précédentes que je le pensais, y compris celle d'Éric qui a fait référence aux industries culturelles, comme à la théorie des industries culturelles, comme je vais le faire moi-même, et aussi par rapport à celle de Pierre-Jean. Je pensais que il y a moins de rapport entre les modèles d'affaires et les modèles socio-économiques dont je vais vous parler. Le défaut, c'est qu'elle n'est pas très bonne en communication, plus exactement, c'est qu'elle est lacunaire. Elle est très lacunaire parce qu'elle est fondée sur un matériau composite, mes propres travaux, les recherches très intéressantes qui ont été conduites dans le cadre du programme LNR, et aussi les débats très riches, nous semble-t-il, que nous avons depuis 3 jours. Donc, ce sera davantage des propositions, des suggestions, des idées pour des travaux de recherche que de véritables acquis de résultats. Je partirai d'un constat qui est que les industries créatives, comme je les désigne pour moi et à titre provisoire, les industries créatives sont, pour faire très vite, caractérisées par le fait qu'elles incluent premièrement les secteurs artisanaux de la pratique artistique et culturelle au sens large, et que ces secteurs artisanaux sont sur la voie de leur industrialisation, si limitée et partielle soit-elle. Et puis deuxièmement, on peut aussi intégrer dans le secteur des industries créatives des secteurs industriels ordinaires, c'est-à-dire producteurs de biens standards, qui recherchent un surcroît culturel ou artistique qui conférera à leurs produits une singularité qui leur permettra d'échapper à l'interchangeabilité ou à la concurrence par les prix. Autrement dit, nous sommes donc en présence d'une double dynamique qui concerne chacun de ces deux secteurs, respectivement, une dynamique d'industrialisation pour des secteurs artisanaux et une dynamique de culturisation pour des secteurs industriels mais non culturels. Et par rapport à cette double dynamique, il me semble qu'il est légitime, en tout cas ce sera ma question de départ, de s'interroger sur ce que cette dynamique doit aux industries culturelles, et en particulier, je le dis tout de suite, ma réponse sera que cette double dynamique pratique des emprunts, toute la question étant de savoir quelle est la forme de ces emprunts, pratique des emprunts au modèle socio-économique des industries culturelles. Je ne serais pas complet si je ne précisais pas en outre que ce double mouvement qui caractérise les deux sous-secteurs des industries créatives demande également à être mis en relation avec ce que j'appellerais, ce que nous appelons le tournant créatif des industries culturelles, qui se caractérise en particulier, ça c'est une thèse sur laquelle je reviendrai un petit peu, mais qui a d'ailleurs été pas mal développée au cours des échanges antérieurs,
l'idée que c'est la montée de l'intermédiation qui modifie, qui transforme cet univers des modèles socio-économiques des industries culturelles. Il me semble que les modèles socio-économiques en question possèdent donc, au regard de la double dynamique dont j'ai parlé, un potentiel heuristique, à la fois pour rendre compte du fonctionnement des mutations des industries culturelles, dans un sens créatif, et aussi pour appréhender les tentatives visant à forger un ensemble à peu près homogène, industrie créative, de la même homogénéité ou d'une homogénéité comparable à celle qui a été celle des industries culturelles. Donc la double perspective dans laquelle je vais essayer de me situer ici va me conduire dans un premier point à essayer de faire ressortir les raisons justifiant l'importance des modèles socio-économiques dans la théorie des industries culturelles, entre modèles d'affaires et logique sociale. Et second point, de m'interroger sur l'intérêt de cette modélisation pour penser les industries créatives, la question étant de savoir en effet dans quelle mesure et comment l'approche en termes de modèles socio-économiques forgée pour la compréhension du fonctionnement des industries culturelles permet de rendre compte, pourra permettre de rendre compte du fonctionnement des industries créatives. Mon hypothèse, je le dis d'emblée, c'est que plutôt que d'évoquer une quelconque fusion des industries culturelles dans les industries créatives, thèse qui est d'ailleurs généralement défendue par les auteurs anglo-saxons, quelques-uns dont Eric a parlé, et aussi qui est promue par l'UNESCO. Donc plutôt que de penser à une sorte de fusion qui, du tournant créatif des industries culturelles, les conduirait à rejoindre l'ensemble indifférencié des industries créatives, il me semble préférable de parler d'un tournant créatif que les deux industries connaîtraient en parallèle. Mon premier volet vise donc à revenir sur l'intérêt heuristique de la modélisation socio-économique à partir de la question suivante. Pourquoi la théorie des industries culturelles fait-elle appel à des modèles socio-économiques? La réponse qui vient spontanément à l'esprit, et je pense que d'ailleurs M. Lapalisse l'aurait trouvé aussi, c'est que la référence socio-économique sert à tempérer l'un par l'autre l'économique et le sociologique. La notion de modèle socio-économique s'applique en effet à des règles qui sont construites socialement et pratiquées, construites également économiquement. Ce qui explique d'ailleurs, je le signale au passage, que la référence à la notion de modèle socio-économique participe de la mise en question du mainstream économiciste, lequel se condamne à penser sous le régime des biens ordinaires, des biens normaux, et du même coup comme des biens aberrants, ces biens symboliques dont font partie les biens culturels, et qui relèvent plus généralement de la catégorie des biens qui ont de la valeur, mais qui n'ont pas de prix. Je voudrais me garder d'entrer dans le détail des difficultés qui ont accompagné et qui accompagnent encore aujourd'hui l'identification des modèles socio-économiques. Et en particulier, je